Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On se retrouve pour la dernière feuille de route de la semaine, même si on est jeudi, parce qu'encore une fois, demain il y aura des petites surprises par-ci par-là. Donc, on y va, on se dépêche pour essayer de corriger ça correctement. N'hésitez pas encore une fois à bien prendre la correction en vert pendant la vidéo. Vous pouvez faire des pauses, vous pouvez revenir en arrière pour essayer de bien vous auto-corriger vous-même. Et là, je ne parle pas des parents, je parle bien des enfants. Parce que c'est important d'essayer de voir ses propres fautes dans son propre travail. Après, si vous avez peur de vous être trompé, vous pouvez tout à fait me renvoyer votre travail avec les corrections. Ou même me l'envoyer à partir du moment où vous avez vu la vidéo et fait les corrections. Comme ça, je veux faire d'autres petits retours par rapport à une correction qui a déjà été faite par vous-même. D'accord ? Bon allez, on y va, on a encore plein de travail. On est parti encore une fois avec les multiplications qu'il fallait cette fois-ci poser soi-même. C'est pour bien voir si vous arriviez à placer correctement les chiffres pour faire une belle multiplication sans risque d'erreur. Donc on a 68 x 3. On commence du coup avec notre 8 x 3, tout à fait normal. Ça nous donne 24, donc on met notre 4 des unités à sa place et on vient mettre notre retenue encore une fois, donc on met le petit plus 2. J'ai laissé les couleurs encore une fois, c'est plus facile pour tout le monde pour s'y retrouver, pas de problème. Ensuite, on n'a plus qu'à faire 3 x 6, ça fait 18, mais on n'oublie pas la retenue, 18 plus 2, ça fait 20, ça nous donne du coup un total de 204. Pour notre deuxième calcul, là on avait 54 x 9. Encore une fois, on la pose correctement. N'oubliez pas, pour que ce soit plus propre, si vous avez peur de faire un petit peu cracra, vous vous embêtez pas, vous mettez un chiffre par carreau. Comme ça, pas de souci. Donc, 54 x 9. On commence par la droite. 4 x 9, ça fait 36. On met son 6 dans le résultat et on vient mettre notre petit plus 3, le 3 de 36, en retenue. D'accord. Ensuite, on n'a plus qu'à faire 9 x 5, ça fait 45, plus notre retenue, ça fait 48, ça nous donne un total de 486. Et pour le dernier, 95 x 7, 5 x 7, la droite, on commence par la droite. 5 x 7, ça fait 35, toujours, hein, pareil, ça n'a pas changé depuis. On met notre 5 dans le résultat et on n'oublie pas la retenue, donc le plus 3, juste au-dessus du 9. Encore une fois, je garde les couleurs pour bien que vous visualisiez bien où mettre les choses correctement. Et du coup, ensuite, il suffit de faire 7 x 9, 63, plus la retenue, 66, ce qui nous donne un total de 665. Pour le lexique, c'était deux exercices qui étaient hyper intéressants parce qu'il y avait vraiment plein d'expressions différentes à découvrir. Alors je suis sûre que comme d'habitude, les parents, vous avez fait un travail super à expliquer un petit peu les différentes expressions quand il y avait des incompréhensions, mais on va revenir dessus ensemble, ça va permettre de bien s'en rappeler. Donc, il faut faire attention parce qu'il y avait deux exercices et à chaque fois, la consigne, elle était inversée. Dans la première, il fallait juste recopier les expressions dont le mot souligné était au sens propre, et le deuxième exercice était au sens figuré. Mais là, vu que je fais une correction un peu globale, on va regarder toutes les phrases et on va essayer de toutes les expliquer. Ok. Donc la première greffe du cœur a eu lieu en 1967. Donc une greffe, c'est quand on remplace un organe et qu'on met un organe de quelqu'un d'autre à quelqu'un pour qu'il soit plus malade. Donc la première greffe du cœur. Cœur, ici, on est bien d'accord que c'est un cœur humain. Donc, c'est le sens propre, pas de problème. Ensuite, le deuxième. J'ai des fourmis dans les jambes. Alors, vous savez ce que c'est une fourmi. Une fourmi, c'est un insecte tout simplement. Mais est-ce qu'on a vraiment dans cette expression des fourmis qui montent dans les jambes? Non. Ce n'est pas vraiment des fourmis, c'est une sensation de chatouillement. On pourrait croire à des fourmis, c'est pour ça qu'on a utilisé cette expression. Donc là, c'est pas du tout utilisé au sens propre. Ensuite, je suis tombée par terre. Bah là, du coup, tomber, bah, ça veut dire tomber par terre, quoi, perdre l'équilibre et se retrouver au sol. Donc, c'est bien au sens propre. Donc, c'est bien le verbe du premier groupe, tomber. Il a dévoré son plat de spaghettis. Alors, dévorer, ça veut dire manger avidement. Avidement, ça veut dire très très vite, avec beaucoup d'envie, ou
ou et avec les dents. Donc là, il a dévoré son plat de spaghettis, il a mangé avec beaucoup d'enthousiasme son plat de spaghettis, donc c'est bien du sens propre. Pour du coup le deuxième exercice, là on est dans du sens figuré, on cherche les phrases qui sont au sens figuré, c'est plus compliqué. Justement, la première phrase, elle est assez rigolote, ce mot est utilisé au sens propre. Ah, est-ce que cette phrase, est-ce que le mot propre, il est figuré ou au sens propre du coup? Donc propre, il faut savoir que ça veut dire de manière particulière à une chose. On peut regarder dans le dictionnaire quand on a un doute sur un mot, il n'y a pas de souci. Donc sachant que là, le sens du mot, il est bien utilisé de manière particulière, c'est bien du sens propre, c'est pas du sens. Cette phrase-là n'est pas au sens figuré. Elle a dévoré son roman. Alors, est-ce que elle, peu importe qui, a vraiment dévoré avidement ou avec les dents un livre, son roman? Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'elle a vraiment adoré son livre et qu'elle l'a lu très très vite, en une traite, tellement elle l'a adoré, elle l'a lu d'un coup. Ça veut dire ça. Donc là, c'est du sens figuré. Il faut des œufs pour faire ce gâteau. Là, le mot œuf, des œufs, on parle bien de vrais œufs, pas de souci. C'est bien du sens propre, ce n'est pas du sens figuré. Le coureur a pris la tête de la course. Là, prendre la tête de la course est une expression. Est-ce que le coureur a vraiment pris la tête de quelqu'un qui s'appellerait la course? Non. La course, c'est ce qu'il était en train de faire. Il faisait une course avec d'autres participants. Quand on dit qu'il a pris la tête de la course, ça veut dire qu'il est devant tout le monde. Être à la tête de, c'est d'ailleurs on voit bien dans le corps humain, qu'est-ce qui est tout en haut? C'est la tête. Donc c'est ce qui est en premier. Donc être à la tête de quelque chose, c'est être premier. Pour la grammaire, on est toujours dans les questions. Il fallait cette fois-ci simplement relier, d'accord? Donc relier la question à la réponse. Comment est-ce qu'on trouve justement le résultat? C'est déjà aussi un petit peu un jeu de logique, hein. Vous savez très bien que quand on va poser une certaine question, on va attendre une certaine réponse. Mais qu'est-ce qui va nous aider dans cet exercice? Ça va être les mots interrogatifs. On est parti. Donc la première question, c'était où pars-tu? Où, ça indique du coup une réponse qui va inciter à un lieu. Donc là, dans nos réponses, on avait « je pars au Portugal ». Pour la deuxième, quand pars-tu? Quand, c'est le mot interrogatif qui indique une date ou en tout cas quelque chose en rapport avec le temps. Bientôt, demain, la semaine prochaine. Donc, je pars la semaine prochaine, justement. Pourquoi pars-tu? Alors pourquoi, ça va être un mot interrogatif qui va nous donner une réponse qui est une raison en fait. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que, etc. Donc là, pourquoi pars-tu? Pour apprendre le portugais. Comment pars-tu? Comment, c'est un mot interrogatif qui va donner une raison, mais là, attention, comment c'est par quel moyen, d'accord? Donc ça peut être un moyen de transport, etc. Donc là, comment pars-tu? Je pars en train. Et avec qui pars-tu? Là, qui, il nous indique que la réponse va être quelqu'un de cité. Ça peut être un prénom, ça peut être quelqu'un, la famille, etc. Donc des personnes. Donc là, je pars avec mon amie Mégane. Encore une fois, cette fois-ci, pour grandeur et mesure, c'était plutôt simple. Vous aviez la leçon, d'accord? Et cet exercice, il va me servir à vous indiquer également l'indice des tonnes. Ok? Donc ça, les autres semaines, on le rajoutera dans la leçon, d'accord? Ce n'est pas grave si vous n'avez pas trouvé quand il y avait les tonnes. C'est fait exprès pour qu'on puisse découvrir un petit peu ensemble cette nouvelle unité, dont on a juste parlé. On sait juste que la tonne, c'est plus grand, mais combien, on ne l'a pas encore vu ensemble, c'est normal. Donc, on essaye un petit peu de deviner. Et de toute façon, quand je vais vous donner les réponses, ça va vous donner une idée de ce qu'il y aura dans la leçon. Donc il fallait à chaque fois convertir, mais avec des unités très très simples, pour voir si vous avez bien compris. Donc 1 kg, on sait que ça fait 1000 grammes. D'ailleurs, quand on a un petit doute, il suffit de mettre notre 1 kg dans un tableau de conversion, que vous avez en plus magnifiquement recopié dans votre cahier de leçons, et rajouter des zéros pour arriver jusqu'au gramme. Une tonne, du coup, là on l'a pas dans notre tableau. Mais on sait
que ça fait 1000 kilos. C'est vraiment plus lourd que le kilo, c'est vraiment très très lourd par rapport au kilo. Donc on peut deviner que ça va être plus loin vers la gauche dans le tableau de conversion. 3 kilos. 3 kilos, vu qu'on sait que 1 kilo ça fait 1000 grammes, bah du coup 3 kilos, on sait que ça fait 3000 grammes. 9000 grammes cette fois-ci, c'est le contraire en fait. Là on vous demande le contraire. Mais vu qu'on sait que 3000 grammes c'est 3 kilos, on inverse, bah là c'est pareil. Ça fait 9 kilos. 9000 grammes, c'est 9 kilos. Et du coup, si on sait que 1000 kilos, c'est 1 tonne. Du coup, 5000 kilos, on sait que ça va être 5 tonnes. On revient ensemble aussi sur les questions qu'il y avait en QLM par rapport au tableau qu'il y avait dans la feuille de route. Alors, je vous remets le tableau. Ce tableau, il a été peint par Alfred Branteau. Il s'appelle le suffrage universel et il date de 1888. Donc, vous aviez quelques questions, qui étaient donc des questions d'observation. D'accord? Alors, que font ces personnes sur le tableau? Bon, déjà, on a peut-être pour certains, ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux, le titre du tableau qui va nous donner un indice. Mais si on regarde que par de l'observation, qu'est-ce qu'on voit? On voit des messieurs qui sont assis derrière un bureau, donc il y a un bureau à droite, il y a un bureau aussi derrière. Ils récoltent des bouts de papier que d'autres messieurs leur donnent et mettent dans une boîte. Et à côté, il y a un autre monsieur, celui à côté de celui qui met dans la boîte, un monsieur qui écrit sur un bout de papier, peut-être le nom du monsieur qui vient de donner son bout de papier, d'accord, on ne sait pas. On voit aussi le drapeau de la France qui est derrière, à droite au fond. Et on a aussi Marianne, notre effigie. Alors, ça c'est ce qu'on voyait. On voyait ce que vous pouviez rajouter. Il y avait effectivement des hommes. On voit une petite fille à gauche, d'accord, là-dessus pas de souci. Qui en France avait le pouvoir avant la République et de nos jours. Alors ça, normalement, vous vous rappelez. Ça concerne l'époque précédente de celle qu'on a vue, donc pendant les temps modernes, même encore avant, au Moyen-Âge, etc., on avait des rois qui gouvernaient. Ensuite, on a eu des rois, des empereurs aussi, qui ont gouverné. Et de nos jours, on sait qu'est-ce qui gouverne la France, c'est donc le président et tous les ministres qui sont autour. D'accord. Observe bien l'image. Qui ne votait pas au 19e? Attention. Là, il suffit juste de bien observer, ça nous donne un indice. D'ailleurs, vous l'avez retrouvé dans la leçon juste après. Quand on regarde bien le tableau, qu'est-ce qu'on s'aperçoit surtout? C'est qu'il n'y a que des messieurs. Effectivement, il y a une petite fille, certainement, qui accompagnait son papa pour aller voter. Mais est-ce que la petite fille votait? Ça m'étonnerait grandement. En tout cas, on peut voir qu'il n'y avait que les hommes qui pouvaient voter. Donc, la réponse inverse, qui ne votait pas au 19e siècle, c'est donc les femmes qui n'avaient pas du tout le droit de vote jusqu'à justement très tard. C'est tout pour aujourd'hui pour la feuille de route, donc j'espère que vous avez pris votre petite correction, que tout va bien pour vous également. Encore une fois, demain, c'est la fête du travail, donc je vous enverrai ce soir pour les parents un petit mail avec plein de choses à faire. J'espère que vous pourrez les faire parce que j'ai vraiment hâte d'avoir vos petites photos et vos petits résultats de ce que vous avez pu faire. Différents défis que j'ai mis en place avec Madame Collet pour pouvoir quand même s'amuser un petit peu pendant un jour férié. Donc il y a différents défis dans le mail que je vous ai envoyé avec également une petite vidéo de l'explication de qu'est-ce que le 1er mai a fait regarder aux enfants. Je mets souvent un jour une question dans mes vidéos à regarder parce que je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est surtout très bref. On s'en sert parfois en classe pour aborder une notion, ça nous permet d'ouvrir le dialogue dessus. Donc là, je m'en sers aussi, j'hésite pas. Voilà, j'espère que, en tout cas pour le reste, pour les autres feuilles de route que vous avez pu voir, ça vous a beaucoup servi. Voilà. Et on se retrouve demain, et oui, pour les différents défis du jour férié.